Le processus de paix a un point critique après l'échec du sommet Clinton-Netanyahou. 3 Palestiniens tués lors d'affrontements à Hébron. L'affaire des écoutes, Alain Juppé décide de faire procéder à un examen des documents stockés par Christian Proutot en vue de les transmettre éventuellement à la justice. Charles Sobrage, dit le serpent, de retour en France après 20 ans de prison en Inde. Chaque Français consacre au total plus de 3 mois de pouvoir d'achat annuel à son budget auto. Notre dossier sera consacré ce soir à la régression inquiétante des dons d'organes en France. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour les Américains, le dialogue israélo-palestinien se trouve actuellement dans une impasse très difficile à un point critique. Hier soir, à la Maison-Blanche, la rencontre entre Bill Clinton et Benjamin Netanyahou a été qualifiée de franche et sincère, c'est-à-dire qu'elle s'est mal passée. Le Premier ministre israélien s'est montré plus intransigeant que jamais en rejetant toute idée de gel des colonisations juives, notamment dans la partie arabe de Jérusalem. Sur place, une explosion de violence a suivi de quelques heures l'absence de résultats de ce sommet de Washington. 3 Palestiniens ont été tués aujourd'hui à Hébron. Le porte-parole de Yasser Arafat a directement mis en cause la responsabilité de Benjamin Netanyahou. J'espère, a-t-il dit, j'espère qu'il est fier d'avoir tout ce sang sur les mains. Sur place, Charles Anderlin. Hébron s'embrase. Deux colons israéliens viennent d'abattre un jeune Palestinien. Ils affirment avoir agi en état de légitime défense et sont arrêtés. Mais des centaines de manifestants viennent lancer des pierres sur les soldats israéliens le long de la ligne de démarcation. La police palestinienne en noir tente de rétablir l'ordre. Elle est débordée. Les Israéliens tirent des balles en caoutchouc et en plastique. Nouvelle tentative des policiers palestiniens, mais rien n'y fait. Les accrochages se poursuivent et le bilan s'alourdit. 2 manifestants sont tués. Il y a des dizaines de blessés. Plusieurs soldats israéliens sont légèrement atteints. Finalement, les hommes d'Arafat envoient des renforts et parviennent à éloigner les manifestants. Grâce aux efforts de la police palestinienne et à l'intervention des chefs militaires israéliens, le calme est revenu à Hébron, un calme tendu, car il ne faut pas se faire d'illusions. En l'absence de perspective d'une solution politique, la situation ne peut devenir que de plus en plus explosive. En Algérie, la litanie des massacres se poursuit avec l'annonce d'une nouvelle tuerie dont ont été victimes 13 villageois égorgés près de Tlemcen. À Pretoria, en Afrique du Sud, ajournement des pourparlers entre les frères ennemis zaïrois. Aucune décision n'a été prise sur un éventuel cessez-le-feu. L'affaire des écoutes téléphoniques menée par la cellule antiterroriste de l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand. Alain Juppé a décidé aujourd'hui de faire procéder à un examen des relevés d'écoute stockés dans un garage par Christian Proutot pour transmettre au juge d'instruction tous les documents qui ont été récupérés à la DST et qui ne relèveraient pas réellement du secret défense. Michel Fine. Le 19 février dernier, la DST découvre dans un box de plaisir dans les Yvelines les archives du commandant Proutot. 20 caisses de documents qui ne sont pas toutes aujourd'hui entre les mains de la justice. En effet, la DST a d'abord effectué un premier tri en prélevant notamment tous les documents estampillés secret défense. Ce qui reste a été confié à 3 juges d'instruction. Parmi eux, le juge Charpier de Versailles. Le magistrat veut en savoir plus. Il y a 15 jours, il demande à Alain Juppé si les documents saisis par la DST sont tous classés secret défense. Le Premier ministre vient de lui répondre. Il accepte de faire un tri parmi ces documents. Tous ceux qui ont un rapport avec les écoutes seront examinés par des fonctionnaires habilités. Des hommes du GIC, le groupement interministériel de contrôle. Ce sont eux qui réalisent dans ces locaux les écoutes administratives. À leur côté, Paul Boucher, le président de la commission chargée de contrôler ces écoutes. Sa mission, déterminer quelles écoutes relèvent du secret défense. Là, il y a une ouverture qui est une apparence d'ouverture. On va voir ce que ça va donner. Concrètement, c'est le président de la commission, M. Boucher, qui va avoir accès à ces documents et qui va ainsi pouvoir examiner les pièces. Maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qui va contrôler ce que dit M. Boucher? Personne. Et donc, par conséquent, tout réside dans les mains de M. Boucher. Après examen, les documents qui ne relèveraient pas du secret défense seront remis au juge d'instruction. Les autres resteront dans les coffres de la DST.
Charles Sobhraj, de retour en France, cet homme surnommé le Serpent est soupçonné de plusieurs meurtres en Asie dans les années 70. Il a passé 20 ans en prison en Inde. Charles Sobhraj a été mis aujourd'hui en examen pour empoisonnement à la suite de plaintes déposées en France, mais il a été laissé en liberté. Christophe Tortora. Après 10 heures de garde à vue en France et 20 ans de prison en Inde, Charles Sobhraj est libre. Celui qu'on surnomme le Serpent a quitté en fin d'après-midi le tribunal de Bobigny. Sa sortie était guettée par un grand nombre de journalistes à l'affût de ses premiers mots. Je suis très heureux d'être enfin libre sur le sol français. Oui. Parce que ce matin, lorsque je suis sorti de l'avion, ils m'ont arrêté immédiatement. Ses premières intentions ne sont pas surprenantes lorsqu'on connaît le personnage. Qu'est-ce que vous comptez faire en France, monsieur Sobhraj? Eh bien, d'abord, je pense négocier pour mes contrats. En clair, vendre les droits d'un film sur sa vie, mais il n'en est pas encore là. La justice française s'intéresse au passé du Serpent. Charles Sobhraj a été mis en examen pour empoisonnement. Une femme en France a déposé une plainte. Elle avait croisé Sobhraj en Inde en juin 1976. Elle faisait partie d'un groupe que le Serpent a, semble-t-il, tenté d'empoisonner. Pour Jacques Vergès, ces faits ont déjà été jugés. Il y a un jugement qui est définitif, rendu en 1978, contre lequel il n'y a eu aucun appel. Le retour en France de Charles Sobhraj est très mal vécu par les amis des victimes. André Bertol en fait partie. Il est scandalisé par les bénéfices que Sobhraj pourrait tirer de ces méfaits. Les moyens dont dispose la justice sont absolument inexistants pour faire échec à cette perspective de crimes qui vont profiter aux criminels. Charles Sobhraj ne fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire. Il a regagné en taxi le domicile de son avocat parisien. Le Serpent a pour l'instant, une fois de plus, glissé entre les mains de la justice. Le temps particulièrement sec qui sévit depuis plusieurs semaines maintenant en France commence à affecter les cultures de céréales d'hiver. Une baisse des rendements est à craindre s'il ne pleut pas d'ici 10 jours. L'inquiétude est de plus en plus grande dans de nombreux départements, notamment dans la Drôme, où l'on n'a pas vu un mois de mars aussi sec depuis 61. Reportage Didier Guyot, Philippe Évêque. Depuis début février, pas une goutte de pluie n'est venue irriguer cette partie de la Drôme, au grand désespoir de Guy Barneau et de son bétail. Faute de pluie, l'herbe ne pousse pas, ou si peu. Ces 60 vaches ont à peine de quoi brouter. Pour les engraisser, il faut leur donner du foin, du jamais vu pour un mois d'avril. D'habitude, je faisais toujours du pâturage tournant. Là, j'avais de l'herbe pendant 3 mois, avec des raies gras et... Donc j'ai enlevé les animaux, je remettais un petit peu d'azote, et ça poussait. Et là, donc il y a eu un seul passage d'animaux et plus rien pousse. Ça a été râpé donc début mars et depuis, il n'y a plus de pousse d'herbe. Habituellement, en cette période de l'année, on procède à des opérations d'ensilage. Autrement dit, on coupe l'herbe qui a poussé pour ensuite la stocker et s'en servir plus tard pour les bêtes. Cette année, beaucoup d'éleveurs ne pourront pas ensiler. Ce blé, il est en train de souffrir. Donc en l'arrachant, on s'aperçoit très bien que les premières feuilles, elles sont déjà toutes jaunes. Donc celles-là, elles sont perdues. Elles n'alimenteront plus le blé. C'est clair, c'est du béton. Les racines de 3 cm, tout en surface. Et l'humidité, on peut la chercher. Il n'y en a pas en surface, donc le blé, il est en train de mourir. À quelques kilomètres de là, les céréaliers ont également de quoi être inquiets avec cette terre qui se craquelle. En moyenne ici, il tombe 60 mm d'eau par mois. Il n'en est tombé que 16 en février et rien en mars. Le blé est plus petit, plus maigre et jauni sur place. La fraîcheur, il n'y en a pas. Impossible dans ces conditions d'essayer de planter du maïs. La terre a été labourée, mais il manque l'ingrédient essentiel, la pluie. Bon, au minimum aujourd'hui, ça serait 50 mm pour pouvoir faire une reprise de labour. Sinon, c'est impossible, avec n'importe quel matériel, d'attaquer un labour dans cet état-là, quoi. Alors bon, espérons. Selon les anciens, il faut remonter à 1921 pour trouver un printemps aussi aride. Un pays ensoleillé depuis début février, c'est la joie des hôteliers, mais la plaie des céréaliers. Dans notre grande série, encore une idée reçue qui s'effondre. Londres n'est plus noyée sous la pluie, bien au contraire. Le tourisme fluvial est même sérieusement perturbé par la baisse du niveau de la Tamise. À Londres, pour France 2, Étienne Lénard. Allez donc dire aux Britanniques que leur pays n'est qu'un gigantesque marécage où les averses succèdent aux orages. Depuis quelques jours, le niveau de la Tamise est tombé tellement bas selon les heures que les bateaux de tourisme ne peuvent plus emprunter certains itinéraires balisés. Ce matin, au lieu des 6 rotations habituelles, le capitaine White, dans la profession depuis 45 ans, n'en a effectué qu'une.
La situation n'a jamais été aussi grave. En 1976, l'été avait été très sec, mais aujourd'hui c'est encore pire. À cette époque de l'année, après un bon hiver bien britannique, le niveau de l'eau devrait être beaucoup plus haut. Les compagnies chargées de distribuer l'eau commencent ainsi à prendre leurs précautions. Par avion, il est rappelé à l'aimable clientèle que des autorisations sont nécessaires pour arroser le jardin et que l'usage des piscines, on croit rêver au mois d'avril, est lui aussi fortement réglementé. Pour l'instant toutefois, malgré le soleil de plomb qui resplendit dans le sud de l'Angleterre, le pire n'est pas encore envisagé. A priori, nous devrions pouvoir passer l'été sans imposer de restrictions, mais plus on avance vers les grandes chaleurs, plus nous devrons rester vigilants. Les prévisions météo sont au beau fixe pour les prochains jours. Jamais depuis 200 ans, le pays n'avait connu au printemps une aussi longue période d'ensoleillement. Il est décidément des traditions qui se perdent. En Bulgarie, on enregistre au contraire les températures les plus basses depuis 104 ans et le centre du pays a été paralysé par des chutes de neige de 50 cm. Alerte au cyanure en Allemagne après la découverte d'un tube de moutarde contenant une dose mortelle de ce poison violent dans un supermarché de Saarbrück. Les autorités ont mis en garde les consommateurs qui auraient acheté des produits de la marque Tommy, une entreprise basée à Francfort, filiale du groupe Nestlé, et qui est très vraisemblablement victime d'un chantage. À Vincennes, une femme de 64 ans a été sauvagement assassinée à coups de couteau dimanche soir. L'assassin est un homme de 28 ans qui avait déjà tué dans des circonstances analogues il y a 4 ans. Déclaré irresponsable pénalement, cet homme était sorti en septembre 1995 de l'hôpital psychiatrique sous surveillance médicale. Pascal Doucet-Bon. Au policier, Vladimir Robles, 28 ans, a expliqué avoir tué le diable. C'était samedi vers minuit, il venait de donner plus de 100 coups de couteau à l'une de ses voisines de 64 ans. Il était entièrement nu et se prenait pour le Christ. Depuis près de 2 ans, ce jeune homme affable avait vécu tranquillement dans cette résidence, mais récemment, son comportement avait changé. De son passé, il m'avait expliqué qu'il avait commis un crime une première fois, apparemment sans complexe. Et donc ça m'a choqué, pas outre mesure, quoi. J'ai simplement pris mes distances avec lui. Et au fur et à mesure du temps, je l'ai vu aller de plus en plus mal, quoi. Ça se traduisait comment dans la vie courante? Ça se traduisait comment? Ça se voit physiquement, quoi, au niveau de ses yeux, au niveau de son regard, enfin, son attitude, il se l'avait plus apparemment. On aurait pu prendre plus de précautions, je pense. Maintenant, à quel niveau, je sais pas. Je suis ni psychiatre, ni policier. Il y a quelques semaines, la petite amie de Vladimir est partie, apeurée. Un proche a averti le psychiatre de Vladimir du danger. Car le jeune homme a déjà tué une amie de sa mère en 1993. Déclaré irresponsable, il bénéficie d'un non-lieu. Il est alors interné d'office à l'hôpital Perret-Vaucluse. C'est là qu'en 1995, ses médecins décident de le laisser sortir à l'essai, comme la loi le permet, selon une procédure très précise. Les services du préfet envoient un médecin inspecteur qui se rend sur place, interroge le patient, examine le dossier et prend sa décision en conscience. Cet inspecteur est indépendant des médecins traitants. Les récidives sont extrêmement rares. L'histoire de Vladimir est une exception parmi des centaines de cas, une exception meurtrière. Peut-être du nouveau dans l'affaire de la mort tragique du petit Raphaël, 19 mois, privé par ses parents, résidant dans une secte d'une opération indispensable pour guérir une malformation cardiaque. On s'oriente en effet vers la recherche de responsabilité de certains médecins. Sur place, l'enquête d'Éric Perrin et Philippe Ritten. Depuis le décès de son fils, Michel Ginoux prend, paraît-il, conscience de la situation. Raphaël, né en Allemagne, souffrait d'une malformation cardiaque de naissance, la maladie bleue. Sa mère et son père ont alors refusé l'opération. Arrivé avec ses parents dans cette communauté en avril 1996, Raphaël va de plus en plus mal. Le rachitisme est l'une des conséquences de cette maladie. Quand il décède jeudi dernier, il ne pèse que 4,5 kg à 19 mois. Et l'on apprend aujourd'hui que des médecins ont vu dernièrement Raphaël ici même, notamment ce docteur qui vit en Alsace, joint par téléphone. Il était pas mal. Il était pas mal. Bon, il avait son problème cardiaque, c'est évident. J'ai recommandé des choses. Hein? Ok. Je vous laisse pour l'instant. Hein? Fait troublant, ce médecin est en fait le père de Guillaume Yoga, le tout nouveau président de l'association Ordre Apostolique. Je crois là qu'il y a une véritable irresponsabilité médicale de ce médecin qui a vu cet enfant, qui de suite aurait dû prendre les devants, de suite aurait dû accompagner cet enfant et les parents
dans un hôpital ou dans une clinique pour le faire opérer de suite. Et cet enfant, Raphaël, serait aujourd'hui parmi nous. Selon son avocat, Michel Ginoux n'est pas le seul responsable. D'autres médecins sans relation cette fois avec la secte auraient même peut-être examiné dernièrement le petit Raphaël. Ouverture demain devant le tribunal correctionnel de Nancy du procès de Bernadette Fourtier, surnommée Madalton par tous les gendarmes de l'Est, accusée avec 5 membres de son clan d'avoir enlevé, séquestré, volé un certain nombre de personnes âgées. La terreur qu'inspire encore auprès des victimes le nom des Fourtiers est telle que seules 5 personnes se sont constituées partie civile. Reportage Thierry Curté, Patrick Deschmaquer. Je n'ai pas l'habitude de discuter avec les idiots, ça les instruit. Et puis ils servent de mes paroles après. 9 mois que Bernadette est en prison et elle ne manque pas vraiment aux Auvanchois. Depuis 10 ans, elle et son clan sont en guerre avec le reste du village. Son QG, cette maison rose, juste en face de l'église. Bernadette Fourtier est une terreur. Pour ses voisins, pour les gendarmes aussi, qui l'ont surnommée Madalton. À chaque fois qu'ils ont dû intervenir, ils ont appelé le GIGN. À Auvanche, c'est encore aujourd'hui l'omerta, la loi du silence. Madame, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que On a peur d'éventuelles représailles. Alors on parle caché, mais on ne parle que de ça. Mais tout le monde y passait, hein. Puis dans ma cour, c'était les bouteilles de bière, de whisky, les pots de yaourt, les couches sales de bébé, enfin. Bon, moi j'ai toute ma famille qui est enterrée ici, hein. Ouais. Bon, on allait arracher les fleurs que je mettais au cimetière. Non contente de rendre la vie de ses voisins insupportable, Madalton et son clan abusaient de la faiblesse de personnes fragiles. Repérées grâce aux avis de décès du journal, ces personnes restées seules étaient vite dépouillées. Mais il faut faire 60 km et changer de département pour trouver le siège de l'association des victimes du clan Fourtier. Je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui n'est pas directement au contact de cette famille de pouvoir être responsable de cette association. Parce que quand vous vivez les choses au quotidien, eh bien, je comprends mes collègues, hein, ils ont dû avoir quelques difficultés, quoi. Ils ont eu peur? Je pense, oui. Les victimes ont dû se regrouper pour aller au procès demain. Leurs lettres laissent apparaître de profondes meurtrissures. À Auvanche, on ne souhaite qu'une seule chose, ne plus jamais les revoir. Votre argent m'intéresse, le slogan est plus que jamais d'actualité. Les banques sont à nouveau montrées du doigt par 60 millions de consommateurs. Les tarifs des services bancaires ont en effet progressé de 2,9% l'an dernier, alors que les prix n'augmentaient que de 1,7%. Manifestement, les clients ont encore trop rarement le réflexe de faire jouer la concurrence. Thibaut de Barberac. Les banquiers ont la réputation de rarement plaisanter, leurs mauvais clients peuvent en témoigner. En 11 ans, le coût d'un rejet de chèque, c'est-à-dire ce que facturent les banques lorsque vous avez émis un chèque en bois, a augmenté de 381%. Les distraits, habitués à perdre leur carte bancaire, paient cher également, plus 248% en 11 ans. Des hausses de tarifs considérables pour des événements qui n'arrivent en moyenne qu'une fois tous les 10 ans. En moyenne toujours, le coût de l'ensemble des tarifs bancaires a augmenté de plus de 6%, alors que l'inflation était à peine de 2,5%. Les prix des services bancaires ont augmenté à peu près 3 fois plus vite que l'inflation depuis 10 ans. On partait en 86 d'un niveau relativement bas, les prix étaient moins chers qu'à l'étranger, et depuis les banques ont rattrapé leur retard, avec un petit ralentissement depuis 92, puisqu'on ne peut pas indéfiniment augmenter les prix, les consommateurs ne l'accepteraient pas. La hausse des tarifs semble donc marquer le pas pour mieux repartir. En 1999, monnaie unique et Banque centrale européenne oblige, la question des comptes chèques rémunérés va se poser. Une rémunération qu'il faudra bien financer. Les banques ont plusieurs solutions: augmenter le coût du crédit, faire payer les chéquiers ou réduire les effectifs, à moins qu'elles n'augmentent encore un peu plus le coût de l'ensemble de leurs services. Il n'y aura plus de péage pour entrer à Toulouse pendant 1 an. Un homme surnommé le Robin des péages a mené ses troupes dans une guérilla quotidienne contre l'octroi, située à quelques kilomètres du périphérique toulousain. Reportage Christophe Larocca, Gilbert Hussin. À Toulouse, c'était devenu un rituel. Pendant près d'1 an, chaque matin à 7 h, les militants anti-péage de Roques-sur-Garonne levaient toutes les barrières pour le plus grand profit de l'automobiliste matinal. Derrière toutes les actions, manifestations, meetings, pétitions, un homme difficilement repérable dans la foule. C'est le porte-parole du collectif et l'âme du mouvement, déjà là bien avant la construction du péage, infatigable. Les autorités ne nous écoutent pas. Il y a le couvercle sur la marmite, c'est à nous de le faire répéter, puis je pense qu'on fait ce qu'il faut pour le faire répéter. Vraiment infatigable. Il faut savoir, tout le monde avait pensé qu'à l'usure
ça se tasserait, les gens accepteraient les péages. La preuve que non, on est encore là. Pour tout dire, increvable. On a enlevé les barrières de péage et on les renvoie au Premier ministre pour lui dire, nous, on ne veut pas de péage à Roques, il faut supprimer le péage de Roques. À longueur d'interview, celui que certains journalistes appellent le Robin des Bois des péages dénonce le principe des péages urbains. Ces barrières placées juste à l'entrée des villes, comme celle de Roques, à 1,5 km seulement de Toulouse. Et Bernard Gilles, dans le civil employé à la direction départementale de l'équipement, militant CGT et ardent défenseur du service public, finira par convaincre, car dans 8 mois, le péage sera démonté, racheté par les collectivités locales, à la plus grande joie des automobilistes. Je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que ça faisait quand même cher pour juste un petit parcours, quoi. C'est dommage que ce soit les contribuables qui payent. C'est sûr que ça va limiter, ça va enlever du boulot à certaines personnes. Mais en fait, de notre côté, c'est assez lamentable qu'il y ait eu ce péage au départ. Le fait de concéder le réseau routier, c'est le privatiser, et voilà le résultat. C'est des pompes à fric, les péages. On le voit, Bernard Gilles n'a pas changé d'avis. Les automobilistes ne paieront bientôt plus 5 francs pour se rendre à Toulouse. La région, le département et quelques communes paieront. Une question, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ? En incluant le prix des péages, chaque automobiliste français consacre au total plus de 3 mois du pouvoir d'achat à son budget bagnole, ce qui représente pour 96 près de 3 400 francs en moyenne, un tout petit peu moins qu'en 95. Luc Bazizin. Les accessoires automobiles, Max en raffole. Il ne compte ni son temps ni son argent pour embellir et s'occuper de sa voiture. Difficile pour ce grand dépensier de l'automobile de connaître précisément ce que sa voiture lui coûte chaque mois, puisque de toute façon, il trouve toujours un nouvel achat à effectuer. Ma voiture, c'est un peu comme ma femme, je la vois plus souvent que ma femme. Je passe beaucoup de temps à la modifier surtout. Disons qu'elle me coûte au moins la moitié du salaire, ouais. Facilement, ouais. Et encore sans être trop gourmand. Tout le monde n'atteint pas ces sommets. Si l'on prend pour référence la Renault Clio 5 chevaux, le budget annuel de l'automobiliste s'établit en 96 à 40 559 francs, soit 3 380 francs par mois. Ce qui pèse le plus, c'est le poids des taxes qui représente 31% de cette enveloppe. Le poids des taxes est dû essentiellement au carburant, mais c'est dû également au poste d'assurance qui est taxé à 35%, tout le reste étant taxé au taux normal de la TVA, c'est-à-dire de 20,6%. Mais le poids du carburant dans cette augmentation est colossal. Le carburant représente un peu plus de 16% des dépenses. Mais l'achat de la voiture est encore plus important puisqu'il correspond à près d'un tiers du budget. Plus loin, l'entretien du véhicule pour un peu plus de 14%. Et enfin, la plus légère dans ses dépenses, la vignette. Le budget de l'automobiliste s'est quand même allégé de 400 francs en 96 par rapport à l'année précédente, tout simplement parce que le prix des voitures a légèrement diminué, les constructeurs ayant anticipé puis prolongé la fin de la prime gouvernementale. La grève des internes est entrée aujourd'hui dans sa 5e semaine. Les grévistes ont continué aujourd'hui de nouvelles opérations spectaculaires. Exemple, vous le voyez à Lille, où la façade du siège de la caisse d'assurance maladie a été maculée de peinture rouge, alors que les internes en colère déversaient un tas de fumier, symbolisant à leurs yeux le premier reversement à la Sécu. Selon l'intersyndicale, 21 CHU sur 26 sont toujours en grève. Pour le ministère, seuls 15 centres hospitaliers universitaires sont à ce jour touchés par ce mouvement. Si l'on en croit d'autre part un sondage BVA, 70% des Français ont de la sympathie pour ce mouvement de grève des internes. À Londres, 2 amis d'enfance qui s'étaient perdus de vue depuis près de 20 ans se sont retrouvés par le plus grand des hasards dans un hôpital où elles vont bénéficier chacune de la greffe d'un rein du même donneur. Ce conte de fées à la britannique ne doit pas faire illusion. En France, des milliers de malades sont encore sur des listes d'attente dans l'espoir d'une greffe de rein, de poumon ou de cornée. Les dons d'organes sont en effet en régression, les familles des donneurs étant de plus en plus réticentes. C'est le thème ce soir de notre enquête menée par Gilles Marinet et Philippe Deslandes. Don d'organes, don de soi. Accident de circulation. Premier secours. Transfert en service de réanimation. Le cerveau n'est plus irrigué, il se détruit en 4 minutes. C'est la mort cérébrale. Plus d'espoir, seules des machines maintiennent encore en vie. Il est dans un lit de réa comme tout patient de réanimation, intubé, ventilé, son corps est chaud, il respire, son cœur, on voit l'électrocardiogramme. Donc pour eux, c'est souvent... Pour vous, il est mort.
pour nous, il est mort, parce que nous, on sait qu'il est mort. Difficile de croire à la mort de l'être cher. Et pourtant, à ce moment-là, les médecins vont demander l'autorisation de prélèvement d'organes. On leur annonce que cette personne qu'ils aimaient est morte, et puis après on leur annonce que nous pouvons éventuellement faire bénéficier quelqu'un des organes, prélever des organes. Alors on a en quelques heures un accéléré, quelque chose d'inhumain à accepter par les gens. Pour aider les familles, les hôpitaux ont mis en place des équipes d'infirmières spécialisées. Leur travail, régler les multiples formalités. Le prélèvement d'organes à fin thérapeutique. Donc les médecins ont signé. Donc l'ordre tu dois appeler en fait, c'est chez sa femme et puis elle transmettra. Autre rôle capital, être à l'écoute. Ils veulent savoir aussi comment ça va se passer, en combien de temps. Et puis savoir si le don qu'ils ont fait va servir à quelque chose. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, on prend le temps avec les familles. Même si ça peut durer 2 heures, on prend le temps de discuter avec eux. On a le temps. 2 familles sur 3 refusent d'accorder le don car de son vivant, la victime a rarement donné des instructions. Les proches doutent, ils préfèrent s'abstenir. Et c'est ce qu'aurait fait Chantal si quelques jours seulement, avant la mort accidentelle de son mari, celui-ci ne lui avait pas donné son accord au détour d'une conversation. J'ai pas été traumatisée d'aller voir un médecin, rien du tout. Parce que justement, c'était frais dans ma tête. Cette conversation était encore chaude. C'était ces paroles qui sortaient et tout. Et vraiment, c'est quelque chose que je regrette pas du tout, c'est d'en avoir parlé avant. Et j'aurais demandé si j'avais la possibilité de connaître les organes qui allaient être prélevés. Elles m'ont dit oui, il n'y aura aucun problème, bien sûr. Et j'aurais demandé surtout si je pouvais mettre une restriction. Parce que pour moi, c'était la volonté de Philippe, mais c'était quand même, je voulais quand même avoir un peu mon mot à dire quelque part. Et j'aurais demandé si elle pouvait, s'il était possible qu'on ne touche pas aux yeux de Philippe. Elle a obtenu satisfaction, car en France, rien ne se fait sans l'accord des familles. C'est la loi autant que la volonté des médecins. Mais voilà, la pénurie s'installe. Elle est due paradoxalement au progrès thérapeutique, mais surtout au caractère profondément intime, dérangeant de la décision. Ceux qui reçoivent les greffés le savent bien. Parce qu'il y a une certaine appréhension quand même à attendre le don de la vie après la vie de quelqu'un. Bien sûr qu'on ne désire pas sa mort, mais après sa vie, il va vous donner la vie, c'est quand même extraordinaire et il faut du temps pour mettre ça en place dans sa tête. Abel vit depuis 10 ans avec le cœur d'un autre. Il n'existe pas de fichier national pour faire connaître sa volonté de don. Le mieux est encore d'en parler à son entourage ou de porter avec soi un texte manuscrit. Mauvaise passe pour la conquête spatiale. Russes et Américains ont de sérieux ennuis. La navette Columbia va faire ce soir un retour tout à fait prématuré sur Terre pour cause de panne de générateurs électriques. Et les Russes ont également de sérieux soucis avec la station Mir. Patrice Pellet. Ce vol s'annonçait pourtant bien. Temps magnifique, départ majestueux. C'était vendredi. Mais 48 heures plus tard, changement de décor. Incident majeur à bord. L'une des 3 piles à combustible s'arrête de fonctionner. À gauche, l'oxygène, à droite, l'hydrogène. Par catalyse, du courant se forme entre les 2 électrodes. À la sortie de la pile à combustible, 28 volts sont produits grâce à 25 éléments. Une de ces mini-centrales électriques est tombée en panne. La NASA annule la mission. Retour sur Terre ce soir. Dans la station Mir, sans être critique, la situation n'est pas très brillante non plus. Ces images datent du 24 février. Ce jour-là, incendie à bord. Une surchauffe, un court-circuit des flammes, le pire a été évité grâce aux cosmonautes transformés en pompiers de l'espace. Mais ce n'est pas tout. En novembre dernier, les toilettes sont bouchées à cause de la pompe d'évacuation qui refuse de fonctionner. En mars, un générateur d'oxygène rend l'âme et il y a quelques jours, on arrête pour cause de mauvais fonctionnement le système d'épuration du gaz carbonique. Bref, pour tout le monde, il est temps de rentrer. L'organisation écologiste Greenpeace vient de porter plainte contre la Cogema à propos de la canalisation de rejet en mer des effluents liquides de l'usine de retraitement de la Hague. Canalisation dont une partie est régulièrement découverte par la marée. Pour étayer cette plainte, une trentaine de militants de Greenpeace ont procédé en présence d'un huissier à de nouvelles mesures démontrant des radiations tout à fait anormales au contact de cette canalisation.
Plus à l'ouest, en Bretagne, ultime étape de la restauration de la Pointe du Raz, avec le début de la destruction d'une cité commerciale construite il y a une quarantaine d'années. But de l'opération, laisser ce magnifique paysage dans l'état où l'homme l'avait trouvé. Reportage Jacques Deveau, Michel Hiver. La pelleteuse a porté les premiers coups à la cité commerciale. Dans 2 ou 3 jours, il ne restera plus rien d'une réalisation très controversée. Monique et Pierre Letiec ont travaillé ici 35 ans. Ils n'ont pas assisté à la destruction de leur boutique. Eux n'en démordent pas. La cité avait un avenir. Aucun des maires de Plogoff n'a tenu compte de mes observations pendant 25 ans. Aucun. Alors on aurait pu améliorer, il fallait améliorer, mais pas tout casser pour reconstruire 800 mètres plus loin. Enfin, il y a autre chose à faire, franchement. Pour vous, c'est vraiment une aberration. Pour nous, c'est du gaspillage. Pour nous, c'est du gaspillage. Voilà. Voilà. Mais la cité, construite en 1961, a mal vieilli. Massive, elle s'imposait sur le site. Pour les promoteurs de la restauration de la Pointe du Raz, sa destruction est une évidence. Le but ultime, c'est de rendre à la Pointe du Raz son aspect originel. Et en essayant de gommer tous les errements, effectivement, qui ont pu être commis par le passé. Les bâtiments détruits, il reste désormais à faire repousser la végétation. Le million de visiteurs annuels a fini par détruire l'herbe. Il faut re-ensemencer et canaliser sur des chemins le flot des visiteurs. D'ici 1 an, on devra avoir une meilleure couverture végétale. On pense surtout que s'il y a meilleur confort sur les sentiers, les gens retrouveront leurs traces et éviteront d'aller sur des endroits qui sont un peu plus chaotiques, qu'on pourra reverdir avec une végétation adaptée. Depuis 1 an, c'est à pied ou en navette qu'il faut se rendre à la Pointe du Raz. Plus de voitures et pourtant la fréquentation a augmenté de 20%. Les commerces se sont fait discrets à l'entrée du site. Quand l'herbe aura repoussé, la pointe aura réellement retrouvé son aspect sauvage. Basket féminin. Les joueuses de Bourges, la ville, se sont qualifiées tout à l'heure pour la finale de la Coupe d'Europe en battant 68 points à 58 les Italiennes de Côme qui les avaient battues l'an passé à ce même stade de la compétition. Les filles de Bourges, la ville, auront peut-être l'occasion de succéder aux filles du CUC, les dernières à avoir remporté en 77 un titre de championne d'Europe. La finale se jouera après-demain. Après les femmes basketteuses, des nouvelles de Mathilda, le titre du film de Danny DeVito, l'histoire d'une fillette géniale, mais qui vit dans une famille abrutie par la télévision, ça existe, et qui arrive à s'imposer par son intelligence malgré une directrice d'école diabolique. Pascal Deschamps. De temps en temps, je trouve ça sympa de sortir. Le petit poussé au pays du popcorn et des Cadillac roses, telle est Mathilda, conte moderne sur l'enfance. Mathilda est une petite fille passionnée de lecture, maltraitée par des parents plus bêtes que méchants et une directrice d'école qui déteste les enfants. Dotée de pouvoirs magiques, elle luttera seule contre les adultes pour se faire une place dans le monde. Ce livre, écrit dans les années 60 par une sorte de Saint-Exupéry gallois, ancien pilote de la RAF, est une critique féroce des adultes. Le dîner, c'est un repas qui se prend en famille. C'est quoi ce torchon que tu lis? Arrête, ce n'est pas un torchon, c'est très joli. Ça s'appelle Moby Dick et c'est de Herman Melville. Moby quoi? Dégueulasse Moby Nick, saloperie! Arrête, lis pas, moi, je l'ai emprunté à la Bibli. Salope! J'en ai marre que tu lises. T'es une verre de bois, il est temps que tu te conduises comme tel. Assieds-toi bien et regarde la télé. La production des clips toute responsabilité en cas d'allergie due à la... C'est la fille de Danny DeVito qui lui a fait découvrir le livre. C'est pour ses 3 enfants et presque sous leur contrôle qu'il s'est lancé dans l'adaptation cinématographique de leur conte préféré. C'est un conte de fées, mais c'est un conte de fées, comment dire, qui en a, quoi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Quand une personne est méchante, elle mérite qu'on lui donne une leçon. Une personne? Il avait voulu dire quand un enfant est méchant. Mais il avait dit quand une personne est méchante. Il avait ainsi énoncé une idée révolutionnaire. Les enfants peuvent punir leurs parents. Le message de Mathilda, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes les parents ou le patron ou le directeur que vous avez raison. En somme, un conte de fées à ne pas mettre entre toutes les mains. Le message légèrement subversif pourrait donner quelques idées à vos chères têtes blondes, à moins que vous ne soyez des parents irréprochables.
Le parking est presque complet. Succès croissant en effet au Casino de Paris pour Gustave Parking, le pseudonyme d'un doudingue plutôt doué qui renouvelle vraiment le genre du one-man show comique. Reportage Nicolas Vinclair, Christian Houtin. Comment faire une image de synthèse avec 3 fois rien? On pourrait dire de cet homme au séchoir qu'il a l'air éternellement desséché. Et s'il sait faire beaucoup avec très peu, c'est que Gustave Parking a commencé sa carrière dans la rue. Gustave Parking, c'est comme le prouvent ces images, le fruit défendu des amours entre Achille Zavata et Robocop. Il y a un type qui a déclaré, d'ailleurs, il a déclaré « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Qui a dit ça? Bien, parce que hier on m'a dit c'est le père Fouras dans Fort Boyard. Moi j'essaie de mélanger le spectacle interactif avec du texte et en même temps les éclairages et les lumières d'une salle comme le Casino, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est un peu ça. Comme je viens un peu à la fois du cirque, du théâtre de rue, j'ai travaillé beaucoup le texte puisque je suis avec Claude Villers sur France Inter tous les jours. Donc il faut écrire des textes assez pointus, donc le mélange des deux fait ce genre de spectacle, quoi. Hein, vous préférez que je parle plus lentement, comme un homme politique qui parle lentement et qui répète 2 fois tout ce qu'il a à dire pour être compris par les plus cons? Hein, vous préférez que je parle plus lentement, comme un homme politique qui parle lentement et qui répète 2 fois tout ce qu'il a à dire pour être compris par les plus cons? Le problème, c'est que quand on parle comme ça, on ne dit pas grand-chose et on devient vite très chiant. L'excellent Gustave Parking, qui est tout sauf ennuyeux, enflammera le Casino de Paris jusqu'au 13 avril et ça vaut vraiment le coup. L'excellent Gustave Parking, qui est tout sauf ennuyeux, enflammera le Casino de Paris jusqu'au 13 avril et ça vaut vraiment le coup. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, 2, laissez-moi finir. Voilà, je ne vous ai pas interrompu et je vous propose de voir cette dernière image qui vient de nous parvenir de Floride, celle de l'atterrissage de la navette Columbia qui est donc rentrée tout à fait prématurément sur Terre. Elle devait rester en vol 16 jours dans l'espace, mais vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, cette navette a été victime d'une panne de générateur électrique. Équipage 100% américain, vous voyez, l'atterrissage s'est parfaitement passé malgré ces problèmes d'alimentation électrique. Dernier journal vers 1h30 cette nuit, Philippe Lefebvre. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra le scientifique Théodore Monod. Et à propos de Gérard Leclerc, bonne fête aux Julie. Dans un instant la météo, Isabelle Martinet, un mercredi beau et sec. À 13h, vous retrouvez Patrick Chêne. À demain 20h. Excellente soirée, merci.